Je peux bien dire que je vais te mettre en contact avec un médecin, il n'y en a pas. J'essaie de trouver un psychologue, il n'y a pas de ressources. On dit qu'on va t'amener vers une maison d'hébergement, il n'y en a pas. Si tu dois quitter, puis que tu es sur le bord d'aller dans la rue, il y a certains organismes qui peuvent aider, mais ils sont toujours pleins. Puis, tu sais, c'est comme la police, c'est la poubelle. Quand on ne sait pas quoi faire, on appelle la police. Puis nous autres, on fait ce qu'on peut. Des fois, on est capable de bien travailler parce que ça tombe dans nos cordes, mais souvent, on est obligé d'essayer d'orienter les cas vers d'autres ressources qui n'existent pas. Fait que on est pris avec ça. Puis, tu sais, des fois, tu fais une intervention, je le sais que ça n'a pas bien été. Je le sais que c'est pas satisfaisant pour la personne, puis j'ai pas amélioré sa vie, mais je suis pas capable. Je peux pas faire mieux. Bienvenue au 16e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gem et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Je vous présente aujourd'hui Carl Boudreau, 45 ans, qui a récemment mis fin à une carrière de 16 ans comme policier patrouilleur. Sa perspective sur les défis du travail dans ce qu'on appelle les forces de l'ordre mérite d'être écoutée. Au fil de l'entrevue, Carl me parle avec candeur de sa jeunesse en banlieue de Montréal et de ses premières orientations professionnelles peu concluantes, de ses voyages et de l'évolution de son sens de l'aventure, de sa perception du risque. On parle du choix de devenir policier à un âge plus avancé que la plupart de ses collègues, de la conciliation travail-famille quand les deux conjoints ont des horaires irréguliers, de la place et du rôle de la police dans nos vies et nos sociétés, et de l'impact qu'un cancer peut avoir sur une jeune famille. Merci de partager ce moment avec nous. On se retrouve à la fin. Je suis aujourd'hui avec Carl Boudreau. Bonjour, Carl. Bonjour, Brigitte. Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi à l'antenne aujourd'hui. Dis-moi d'abord, c'est un test obligatoire. Quel âge as-tu? Oui, c'est une question plus difficile à répondre qu'en a l'air. J'ai 45 encore pour quelques heures. Oh, est-ce que c'est ton anniversaire aujourd'hui? Dans quelques jours. Oh, merveilleux. OK, ben écoute, on en profite pendant que tu es en plein milieu de la quarantaine. J'aimerais qu'on commence en donnant juste un tour d'horizon de ta vie en prenant la lorgnette du quotidien. À quoi ça ressemble ta vie du matin au soir, au jour le jour, une journée normale dans la vie de Carl Boudreau? Ben en fait, ça aussi, une journée normale dans ma vie actuellement, c'est pas très représentatif de ma vie habituelle parce que depuis le mois de septembre, j'ai une vie d'étudiant à temps plein. Alors, c'était pas comme ça depuis longtemps, depuis les années 2005, mais bon, donc mon quotidien actuellement, c'est d'aller à l'université. Je suis en train de faire un DESS en risque, résilience et catastrophe. Donc, je me consacre à ça à temps plein. Et je fais l'aller-retour à Montréal une fois de temps en temps. Et sinon, je travaille de chez moi dans mon beau petit bureau que je me suis aménagé pour travailler du matin au soir, ce qui est ça aussi vraiment pas mon genre habituellement. Et donc, t'es tout seul dans ta maison? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est sûr que je vis avec ma conjointe puis avec nos deux enfants. Alors, pendant qu'ils vont à l'école primaire, je suis seul dans ma maison, mais sinon, en temps normal, j'ai la chance d'avoir ma famille proche avec moi tous les jours. Et puis ça, ben, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi, là. Mais, donc, j'habite pas vraiment seul, là. Pas tout à fait. Quel âge ont-ils tes enfants maintenant? 9 ans et 12 ans. Donc, ils commencent à être un petit peu plus vieux, mais ils sont pas encore si vieux que ça. Ils ont encore besoin de papa. Oui, clairement. Ben, ils vont toujours avoir besoin de papa, mais pour le moment, ils le savent encore. Oui, c'est ça. Je suis pas encore rendu à l'étape où ils ont plus envie de me voir. Je sais que ça risque de venir un jour, mais on n'est pas rendu là. Profites-en. C'est la belle époque quand on passe de l'étape où on n'a plus besoin de s'occuper des besoins hygiéniques de nos enfants tous les jours, mais on peut faire des affaires le fun avec eux autres. C'est la belle période. C'est une période que j'apprécie beaucoup avec eux là, actuellement. Alors, dis-moi un peu, premièrement, je dois dire que je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait un programme universitaire qui a le mot catastrophe dedans.
Oui. C'est génial. Mais juste brièvement, on reviendra plus tard sur ce que tu as fait avant, mais brièvement, qu'est-ce que tu faisais avant de retourner aux études? Ben, en fait, j'ai une vie par période, je pense. J'ai eu une période où je faisais rien de très précis. J'ai une période très aventureuse. Ça a duré quelques années. Et puis, je reviendrai dans les détails, là, mais bon, par après, là, les 16 dernières années de ma vie ont été passées à travailler comme policier, comme patrouilleur, principalement pour la Sûreté du Québec. OK. Alors, ça va être super intéressant. Je n'ai pas jusqu'à présent interviewé de membres des forces de l'ordre. Alors, ça va... T'es pas obligé d'être représentatif de ta profession, mais ça donne une perspective différente. Certainement, comparativement à des journalistes et des profs d'université, c'est une autre vie. Oui, oh oui, clairement. Ça, je suis 100% d'accord. C'est complètement différent de la plupart des vies de la plupart des gens. On en parlera dans un moment. Avant d'y revenir, j'aimerais faire un retour en arrière avec toi pour parler de tes origines, parler de tes racines. D'où viens-tu, Carl? Ben moi, en fait, je suis né sur la rive sud de Montréal. Puis quand j'étais très jeune, mon père travaillait pour Bell Canada et puis notre famille s'est promenée beaucoup. Donc on a habité à différents endroits, là, à Québec, à Chicoutimi, qui s'appelait Chicoutimi autrefois, à Candiac. Et finalement, à un moment donné, je pense que ma mère s'est tannée, puis elle a dit là, ça suffit de se promener, on va se poser quelque part. Et puis ça a été sur la rive sud de Montréal. Alors, de 5 à 19 ans, c'est là que j'ai grandi. C'est là que je suis allé à l'école, que j'ai fait mon secondaire et que j'ai fondé ma vie en général, là. Fait que je peux dire que je viens de la rive sud, même si ça ne fait plus partie de ma vie maintenant, là. Mm. Et qu'est-ce que ça voulait dire sur le plan culturel pour toi? C'était quoi les gens autour de toi, ta famille? À quoi ça ressemblait? Je pense que j'ai une vie assez banale en début de vie. Une vie de banlieue avec mes deux parents qui habitaient. On était une famille de, tu sais, les deux parents. Moi, j'avais un frère, donc deux enfants. On habitait dans un petit quartier tranquille et puis j'ai eu le même début de vie que beaucoup de monde. Rien de bien spécial. Passer beaucoup de temps à jouer dehors dans la rue avec les amis, faire beaucoup de kilométrage de vélo pour me promener puis aller partout où je voulais aller. Fait que c'est ça. J'ai une enfance typique là, des années 80 à jouer dehors, puis à jouer au parc, puis des affaires comme ça. Ma mère était à la maison à cette époque-là. Mon père était celui qui travaillait. Puis chez nous, c'était vraiment... c'était très démarqué. Ma mère était à la maison et s'occupait de tout à la maison. Et mon père travaillait beaucoup. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que ça a été ça le début de l'affaire. Étais-tu est-ce que tu avais beaucoup d'oncles et de tantes, plutôt une famille nombreuse, style boomer? Ouais, mais du côté de ma mère, ils sont 17 frères et sœurs, je pense, quelque chose comme ça. Ce qui fait que, ouais, les parties de famille, là, avec des nombres assez incroyables, là, j'en ai connu beaucoup. C'était souvent chez nous, en fait, puis je me rends compte que ça m'a marqué parce que ça arrivait souvent qu'on avait des méga parties chez nous de... Écoute, je peux même pas te dire combien de personnes qu'il y avait, là, du haut de mes 7, 8, 9 ans, là, c'était incroyable. Quand tu arrives avec des familles de 4 puis 5 qui arrivent, puis tu fais fois 15 familles, je sais pas, tu peux faire le total, mais en tout cas, il y avait pas beaucoup de place dans la maison. Fait que oui, ça revenait souvent, ça. On était, je pense, une des places où les membres de la famille aimaient venir. Ouais, tu dois être comme moi, c'est ça, c'est 17, là, ça c'est la famille à mon père. Fait que j'ai à peu près une centaine de cousins, tu sais. Ouais, mais je pense que j'en ai 54, quelque chose comme ça, juste du côté de ma mère. Et bien sûr, là-dedans, il y en a plusieurs que malheureusement, je pourrais les croiser dans la rue et ne pas les reconnaître, là, parce que c'est ça, je les connais pas. Ouais, moi, si je les vois, c'est comme toi, là, tu dois être le fils de Mathieu. Tu sais. Tu ressembles un peu à cette gang-là de la famille. Ouais, c'est ça, ouais. Le bon vieux temps, alors, qu'est-ce qui reste de
ton enfance dans ta vie d'aujourd'hui? Et de ça, je veux dire, tu sais, quel genre de continuité il y a pour toi entre ces premières années-là, puis aujourd'hui, en termes que ce soit d'identité ou de là où tu restes, de la communauté à laquelle tu appartiens? Est-ce que c'est encore très présent pour toi, cette communauté-là avec laquelle tu as grandi, ou ça s'est transformé beaucoup? Ben, je dirais oui et non. Il y a certains éléments, c'est sûr, qui m'ont forgé et qui m'ont défini. Euh, L'importance de la famille, c'est resté primordial. Là. Moi, je considère encore aujourd'hui que la priorité numéro un dans ma vie, c'est ma famille immédiate, puis ma famille un petit peu plus éloignée. Puis facilement, ça passe avant le travail là, dans ma tête. Fait que l'importance de la famille, c'est sûr que ça remonte à très longtemps. Pour le reste, ben, géographiquement parlant, c'est ça, on avait une famille tellement étendue, mais dont les racines venaient surtout de l'Estrie. Fait que ça aussi, je me rends compte que ça a eu une influence parce que la famille de ma mère, en grosse partie, venait de l'Estrie, les alentours de Sherbrooke et tout ça. Puis plus tard, quand est venu le tour pour moi de choisir mon université, ben, le premier nom qui m'est venu en tête, c'est l'Université de Sherbrooke. Fait que je suis allé là, puis ben, tu vois, j'habite là maintenant. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose, quand j'étais jeune, qui était conscient, tu sais, de me dire, ah, je vais retourner en Estrie comme mes ancêtres. Mais c'était pas du tout ça, mais bon, je suis obligé d'admettre que ça m'a amené vers ça quand même. Là. Fait que c'est sûr que ça aussi, c'est un élément important. Là. C'était tout naturel, peut-être, pour toi de te réintégrer à la terre de tes ancêtres. Oui, puis ben en fait, je me rends compte aussi que tu sais, à travers les années, bon, je suis grandi sur la rive sud, et puis je constate que la rive sud d'aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec la rive sud que moi j'ai connue dans les années 90. Ça s'est développé fois 1000. Puis bon, j'ai habité à Montréal aussi, j'ai travaillé à Montréal, puis encore là, bon, Montréal aussi, ça a changé beaucoup. En fait, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que je me rends compte que moi, je suis pas un vrai gars de bois, mais pas loin. J'aime l'espace, j'aime beaucoup la nature, puis ça, c'est nécessaire pour moi. Le béton, là, j'en reviens facilement. S'il y a du monde partout, je me sens pas bien. J'aime ça, avoir de l'espace, puis de la nature. Fait que ça fait partie des choses que j'ai recherchées depuis toujours, à un point tel que là, c'est rendu une condition automatique. Là, il serait pas question que je déménage habiter à Montréal. Là, ça fait pas partie des possibilités. Et donc, là où tu habites maintenant, est-ce que ça fait longtemps que tu es dans la même maison? Dans le même quartier? Ouais, en fait, on a acheté notre maison qu'on a actuellement il y a 12 ans, au moment de la naissance de notre plus vieux. En fait, on avait une autre petite maison avant, mais on l'a quand ma conjointe est tombée enceinte, assez rapidement, on s'est dit qu'il n'y avait pas assez de place dans cette maison-là, il manquait de pièces. Alors on a changé, puis là, ben, on est ici depuis. Fait que, ouais. Dans le même coin de Sherbrooke, toujours. En fait, on a changé de bord de ville, mais on était dans l'Est et là maintenant on est rendu dans l'Ouest. Ça a donné comme ça. Mais c'est le même genre de quartier résidentiel avec des maisons unifamiliales et où on a de la place. On a un beau parc en avant de chez nous, les enfants peuvent aller jouer. Puis c'est un genre d'environnement comme ça qu'on recherchait là, pour nos enfants, avec l'école primaire pas loin, puis les transports en commun accessibles à pied, puis toutes sortes de choses comme ça. Ça, les transports en commun accessibles, tout proche, c'est numéro 1 quand les enfants grandissent un petit peu, hein? Oui, parce que c'est ça que j'ai vécu moi quand j'étais plus jeune, de me déplacer beaucoup par moi-même en vélo puis en transport en commun, mais aussi le côté avoir besoin du transport des parents parce que en étant allé à une école régionale comme toi, je me suis rapidement fait des amis qui habitaient comme trop loin là, de chez nous, là, où c'était pas possible pour moi de me rendre chez eux par mes propres moyens. Le transport en commun ne me le permettait pas. Puis ça, rapidement, c'est devenu un enjeu parce que là, c'était toujours peux-tu aller me porter à telle place? Puis c'est bon. Je pense que ça m'a marqué. Je me suis arrangé pour pas que ça devienne quelque chose que je sois obligé de faire. Je comprends ça, je la pogne complètement. Mes parents ont fait aussi beaucoup de voiturage pour nous. Ça. Alors, parlons
Parlons de ta trajectoire. J'aimerais qu'on parle ensemble des moments charnières, des choix que tu as faits, des choix peut-être que tu n'as pas faits à divers moments. Tu as fait allusion à différentes phases de vie. J'aimerais qu'on remplisse le trou entre justement cette enfance-là, peut-être l'adolescence, et ta vie d'aujourd'hui. Parle-moi de ce qui te semble le plus important d'abord, puis on partira de là. Ouais, le plus important. En fait, tu disais les choix. Je pense que je suis obligé d'admettre que dans ma première portion de vie, des choix, j'en ai pas fait beaucoup. Des choix conscients. Je me laissais beaucoup porter par le flot. Je suis allé à une école secondaire où j'ai rencontré mes amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. C'est les personnes les plus importantes de ma vie. C'est resté très stable de ce côté-là. Bon, j'ai fait mon secondaire. J'ai jamais été quelqu'un qui tripait sur l'école, mais je trouvais ça facile. Fait que c'était une drôle de recette parce que j'avais pas de misère. Puis en fait, j'ai développé toutes sortes de billets qui ont fini par m'être utiles plus tard. Là. À l'époque, mes amis me niaisaient avec ce qu'on appelait la méthode K, qui est, autrement dit, tu fais rien. Puis la veille de l'examen ou de la remise du travail, ben là, tu clenches. Tu le fais tout au complet ou tu fais toute ton étude one shot. Et puis, malheureusement ou heureusement, ça m'a très bien réussi cette méthode-là. Alors, ça fait que j'ai fait mon secondaire sans me demander qu'est-ce que j'allais faire après. C'était comme évident que, t'as fini ton secondaire, tu t'en vas au cégep. Puis, tu sais, mes parents sont allés à l'université les deux. Ça fait que j'allais au cégep général en me disant, je vais aller à l'université. Puis là, quand le cégep s'est terminé, là, il a fallu que je choisisse quelque chose pour aller à l'université, mais j'avais pas d'intérêt particulier. Il n'y avait pas un programme que je me disais, ah oui, ça serait le fun, je pourrais faire ça. Pas en tout. Je savais pas trop. Puis, j'avais toujours, durant toute ma vie, j'ai toujours été un grand sportif. J'ai fait tous les sports à peu près. J'ai fait aucun sport de manière très avancée. J'ai jamais fait de la compétition de haut niveau dans aucun sport, mais il y a pratiquement pas de sport que j'ai pas fait. Je les ai tout essayé, je pense. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai appliqué en éducation physique, à l'université. Encore là, j'avais pas de vision à long terme. Je me disais pas, je vais devenir prof d'éduc. En fait, je voulais pas devenir prof d'éduc. Mais là, j'ai découvert à l'Université de Sherbrooke un programme qui s'appelait kinésiologie. Alors là, j'ai appliqué là-dedans. Puis, encore là, après la première année, il fallait choisir une branche de spécialisation. Alors, je savais pas trop. J'ai choisi la branche de spécialisation en plein air parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis là, la branche, après l'avoir faite pendant 1 an, s'est fermée. J'ai pas pu la compléter. Il a fallu que... C'est plate. C'est comme... ça a été une déception, là, parce que c'était un des intérêts que je m'étais développé quand même, là, les expéditions de plein air, puis je faisais beaucoup de randonnées, de canaux, de toutes sortes d'affaires, en tout cas, fait que là, tu commences à trouver ça le fun, puis je me disais, je vais devenir guide là-dedans, puis finalement, c'est ça, là, j'ai pas été en mesure de finir mon programme, fait qu'il a fallu que je finisse dans une autre branche qui s'appelait... santé physique et mieux-être, je pense, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. Puis en réalité, je l'ai abandonné à 2 cours de la fin. Fait que j'avais comme pas fini mon bac à cette époque-là. J'ai été un drop-out de l'université. Je te parlais tantôt qu'il y a eu une période où j'ai pas fait grand-chose, mais là, c'était pas mal cette période-là. Pendant longtemps, j'ai pas fait de choix. Je me laissais porter par la vague, puis là, je suis arrivé au bout de tout ça. L'école, l'université, ça me tentait plus. J'avais pas un métier clair devant moi. J'avais pas... je savais pas trop, fait que j'ai décidé de partir en voyage. Les voyages forment la jeunesse. Puis, c'est ça, un petit peu. C'est ça. Les voyages forment la jeunesse. Donc là, je me suis mis à me focusser sur un voyage dans l'Ouest. Je sais pas où j'ai pêché ça, cette idée-là. Il y a beaucoup de monde qui avait ce fantasme-là à l'époque. Je sais pas si c'est encore de même d'ailleurs auprès des jeunes. Mais tu sais, moi je voyais ça. Ouais, tu penses? Ah ouais. Peut-être.
Moi, je voyais ça vraiment trippant. Là, tu sais, on va aller dans l'ouest, puis il y a des grosses montagnes, faire de la randonnée, puis faire du camping, l'aventure, tout ça. Ça fait que, tu sais, je suis parti avec mes amis en auto. En fait, j'ai fait la tournée de l'Ouest américain et canadien 2 fois plutôt qu'une. Une fois en partant par le Canada puis en revenant par les États-Unis, puis l'autre fois en partant par les États-Unis puis en revenant par le Canada. Fait que des petits voyages budget là, à manger des toasts au ketchup puis à coucher dans des campings pas chers parce qu'on n'avait pas une scène. Puis bon, Est-ce j'ai que tu as cueilli des cerises ou des pêches ou quelque chose? Non, je suis allé faire un métier on ne peut plus non traditionnel. Je me suis arrêté à Canmore avec mon ami Mathieu et on est allé devenir femme de ménage. Tous les deux. Je fais exprès de dire femme de ménage parce qu'on était 2 gars. Puis bon, les gens ne voient pas, là, mais on n'a pas une shape très féminine, ni l'un ni l'autre. Fait que C'est c'était très vrai. drôle. Je peux en C'est- témoigner. Fait que c'était très drôle. On a travaillé là pendant genre 1 mois et demi à faire du ménage dans un hôtel pour ramasser un petit peu d'argent et utiliser tout cet argent-là par après pour continuer le voyage et faire de la randonnée. Là. Fait que c'est ça. Ça a été une période où, tu sais, dans le fond, j'avais pas de projet. Là. J'avais pas de plan. C'était juste go, on fait ça, on en profite, c'est le fun. Puis avec le recul, tu sais, je me rends compte qu'il y a certains traits de moi-même qui viennent un peu de là. Tu sais, comme je disais tantôt, j'avais de la facilité à l'école, je faisais tout à la dernière minute. J'avais une tolérance au stress qui était quand même très élevée, je pense. Puis en voyage, ben ça a été la même chose. J'avais pas plus d'argent que ça en avant de moi. On couchait dans une tente, puis tu sais, j'avais confiance en moi. Tu sais, je me disais, peu importe ce qui arrive, c'est pas grave, je suis capable d'en prendre. Je suis fort, je suis endurant. Mon corps me permet de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Puis, tu sais, il n'y a rien à mon épreuve. Fait que c'est quelque chose qui a été présent dans cette période-là de ma vie. Puis je pense que j'étais passablement rebelle aussi à cette époque-là. Encore là, c'est par opposition à ce que j'ai fait plus tard. Tu sais, j'avais un petit problème avec l'autorité d'une certaine façon. Puis j'étais pas, j'ai jamais été celui qui faisait des mauvais coups là, puis qui, tu sais, j'ai pas été un troublemaker à l'école ou quoi que ce soit. Mais tu sais, j'avais des opinions très arrêtées sur le système politique, puis sur le capitalisme, puis plein d'affaires comme ça. Puis bon, je filais pas à cette époque-là, à 20, 21, 22 ans, pour commencer une carrière très prolifique et très dédiée à un métier en particulier, là, tu sais. T'étais pas prêt à suivre la ligne Pas à du ce tout. moment-là. Pas du tout. Je n'avais pas du tout la maturité nécessaire pour ça, là. Puis, tu sais, je me rends compte aussi que à cette époque-là, je faisais des choix. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu me replaçais dans la même situation, puis tu me donnais les mêmes données, je ferais pas du tout les mêmes choix. Oh, J'avais un goût de l'aventure puis du risque qui était peut-être un peu démesuré. Puis à l'époque, je le percevais pas comme tel. Mais tu sais, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien à mon époque, à mon épreuve, c'est-à-dire. Tu sais, je me rappelle d'une fois où on est allé faire une randonnée pas loin de Banff, sur le mont Cascade, en fait. Puis là, c'était l'époque avant l'Internet, là, fait que tu pouvais pas vraiment faire des recherches, tu sais, pour savoir où est-ce qu'elle est la trail, puis de quoi ça a l'air, puis tout ça. Mais en tout cas, on était partis 3 gars pour faire ça. Genre au mois de novembre, là, ou quelque chose comme ça, une période ouh, ça ouais, va mal finir, OK? ben, c'est ça, tu sais. C'était pas l'hiver en bas, mais il faisait fret, puis il y avait de la neige quand même, puis c'est ça. On a monté, pas de raquettes, pas de crampons, avec nos sacs à dos, puis tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est une randonnée, je regardais dernièrement pour le fun, puis tu sais, c'est classé comme une randonnée difficile, tu sais, un aller-retour de 21 km, tu sais, puis bon. Euh, à l'époque, moi,
Tu sais, je me dis, il n'y a pas de trouble, là. 21 km dans une journée, capable de faire ça, on fait ça souvent. Puis c'est pas grave, des montagnes, j'en ai monté plusieurs, puis on le trouvera bien, le chemin, tu sais. Fait que, fait que tu vois un peu le genre, mais bon. Bref, Comment ça a ça fini. finit? Ben, ça a fini qu'à m'amener quelque part dans l'ascension. Il s'est mis à avoir pas mal de neige. La journée avançait, puis on voyait que ça allait être un peu serré au niveau du temps pour se rendre au sommet. Fait qu'il y en a un des trois qui a été assez intelligent pour dire ouais, moi, non, je vais revirer de bord. On se retrouve au parking à la fin. Fait que moi, j'ai continué avec l'autre, puis à un moment donné, on est arrivé dans une section où je suppose qu'en été, il y a un sentier. Mais là, il y avait que de la neige puis de la glace, puis ça ressemblait plus à une paroi rocheuse qu'à un sentier. Fait que on a grimpé là-dedans, puis à peu près à Évidemment, moitié. tu continues. Ben non, mais c'est ça. Là, c'est parce que je te raconte ça parce que je me rends compte que c'est fondateur pour ce qui est venu plus tard. Parce que on a commencé à grimper la paroi, puis à un moment donné, le gars qui était avec moi, il dit hey, là, ça n'a pas d'allure, là. Moi, je m'en vais j'arrête ça, là. Je monte pas plus. Puis moi, je regardais ça, je me dis, ah, c'est pas si pire que ça, je suis capable de, tu sais, quand même, là, ça va bien mon affaire. Puis là, j'ai continué à monter, puis à me déplacer de côté, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'étais installé un peu comme Spider-Man là, sur le long d'un mur, puis j'ai mis le pied sur une grosse roche. Puis la roche s'est détachée, puis elle s'est mise à débouler le long de la paroi, mais en percutant la glace, sans jamais rentrer dedans. Puis c'est là que j'ai compris que si la roche qui était pointue et lourde, ne perforait pas la glace. Si moi, je commençais à glisser, c'est sûr que je tombais jusque dans le fond du trou, donc je ne voyais pas le fond. Fait que là, à cet instant-là, bien précis, j'ai compris que, oh là, ça va vraiment mal. Je suis dans un endroit où je me suis mis moi-même volontairement, là, mais ma vie est en danger. Puis personne ne va venir m'aider. Si je ne le fais pas moi-même, c'est fini. Puis là, ben, j'ai été capable de garder mon calme, puis de me dire, OK, je vais redescendre par où je suis arrivé. Si j'ai fait le chemin dans un sens, je suis capable de le faire dans l'autre sens. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai réussi à ressortir de là, puis on est redescendu, puis bon, je suis ici pour en parler aujourd'hui, mais ça, ça aurait facilement pu se terminer cette journée-là. Fait que j'avais ce désir-là de faire toutes sortes d'affaires de même qui n'étaient pas nécessairement très intelligentes. Là, De tester les limites de tes capacités. Est-ce que tu penses que tu testais plutôt toi-même ou tu testais le monde autour de toi? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que je me testais moi-même. Puis, comme je disais, la plupart du temps, ça finissait toujours par marcher. Fait que je pense qu'il n'y avait pas de... Tu sais, sky is the limit, là. Je veux dire, à un moment donné, ça marche tout le temps. Fait que tu te dis, ben, on continue. Jusqu'à ce que ça marche pas. Ben, c'est ça. On verra si ça s'applique après. Est-ce que... moi, ma mère aussi écoute plusieurs des épisodes, puis je sais qu'elle se pose la question présentement, mais il n'y avait pas quelqu'un chez lui qui s'inquiétait qu'il soit parti comme ça, à faire toutes sortes de niaiseries partout en Amérique du Nord, tu sais. Comment... Ben, Puis aussi, tu sais, tu sais, on fait des blagues sur être un drop-out, tu sais, mais je peux imaginer que si tes deux parents étaient allés à l'université, est-ce que ça avait été un problème un peu que tu décides de choisir l'aventure, au moins temporairement? ben à cette époque-là, ouais, c'était pas très glorieux. Tu sais, j'avais jamais eu une relation très profonde avec mon père, puis parce que, tu sais, bon, il travaillait beaucoup, puis on le voyait pas autant qu'on aurait peut-être dû. Et puis, je pense que j'agissais d'une certaine façon un peu par opposition à tout ça. Mon père était très carriériste, puis il voulait qu'on fasse quelque chose de bien, puis moi ça me tentait pas. Fait que j'avais décidé de pas le faire puis de faire à ma tête. Puis de l'autre côté, ma mère était très très présente, nous aimait beaucoup, puis elle nous faisait confiance. Fait que, tu sais, je suis convaincu qu'elle était morte d'inquiétude quand je suis parti comme ça. Tu sais, on n'avait même pas de téléphone cellulaire, on n'avait rien. Là. J'appelais d'une cabine téléphonique une fois de temps en temps. Tu sais, je sais pas à quelle fréquence j'appelais, mais pas si souvent que ça. Fait que, tu sais, je suis convaincu que pour elle, ça n'a pas dû être l'expérience la plus agréable de sa vie. Je m'en excuse, mais bon, moi j'étais rendu là, puis c'est ce que j'ai fait. Mais c'est sûr que oui, tu sais, si on prend un Polaroid de moi à cette époque-là, j'avais pas fini mon diplôme, je possédais rien, j'avais pas d'argent, j'avais pas de projet, tu sais,
Ça s'enlignait pas de la meilleure façon. J'avais pas des problèmes personnels majeurs comme certains en ont, mais c'est ça. C'était pas mon meilleur bout, mettons. Tu étais un peu dans une période d'errance. Est-ce qu'on peut dire ça? Oh oui, tout à fait. Tout à Profondément. fait. Comment ça se... Parce que là, tu n'as pas l'air d'un errant ben avec ta maison unifamiliale à Sherbrooke. Donc, qu'est-ce qui t'arrive pour sortir de l'errance? Comment Ben, ça se termine? ouais, non, c'est ça. Je pense que, ben, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Hein, tu sais, je suis parti en voyage 3 mois de temps, tu sais. Fait qu'à m'amener 3 mois à vivre dans tes valises, puis, tu sais, toute chose aussi merveilleuse soit-elle, à m'amener t'en rien. Fait que, tu sais, il est venu un point où j'ai fait comme, bah, ben là, c'est assez, là, on va revenir à la maison. Puis, tu sais, je suis revenu chez moi avec mes 2 sacs à dos de randonnée de 100 litres, là, puis ça contenait tout ce que je possédais. Puis là, ben, j'ai eu un petit reality check à ce moment-là, là, justement de me dire, ouais, mais là, tu sais, j'ai 22 ans, j'ai pas vraiment de certification ou de diplôme ou quoi que ce soit, j'ai pas d'expérience professionnelle plus que ça. Faudrait bien que je commence à faire de quoi de ma vie, là, parce que maintenant, c'est ça, hein, le temps avance. On est rendu là. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ben en fait, je me suis fait engager dans le camp de vacances où j'avais fait mes stages durant mon bac. Puis là, ben, je travaillais là à temps plein comme administrateur. Puis ça a été super le fun. J'ai travaillé là pendant 1 an et demi. Mais, tu sais, à faire de l'animation avec des enfants, puis j'étais guide touristique, puis je faisais de l'administration du camp. Mais c'était des heures pas possible, là. Durant la période de pointe, durant l'été, c'était du 80-90 heures par semaine. Puis là, ben, un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas viable à long terme, je vais pas faire ça. Fait que je suis allé travailler dans une boutique de plein air à Montréal. Parce que ça tombait dans les compétences que j'avais. Si tu voulais me parler de stock de plein air, de bottes de randonnée, tu sais, je connaissais tout sur le bout de mes, sur le bout de mes doigts. Fait que je suis allé là-bas comme vendeur et plus tard comme gérant. Puis ça m'a donné un et demi parce qu'on était vendeur pas à commission. Fait que j'étais pas vendeur, j'étais conseiller. C'est parfait. Je faisais juste transmettre ma passion aux autres, puis je trouvais ça bien le fun. Puis ça aussi, au bout de 2 ans, quelque chose comme ça, un autre année et demie, un moment donné, je me suis rendu compte que là, tu sais, t'as 24, t'as 25 ans, je vais pas faire ça toute ma vie. T'sais. Je savais que à un moment donné, j'allais me tanner puis que ça allait pas pouvoir perdurer comme ça pour moi. Fait que j'ai eu l'idée de devenir policier. Même si Il y a plein de gens qui travaillent dans des boutiques de plein air qui n'ont pas l'idée de devenir policier. Je suis curieuse de savoir comment cette idée-là a pu prendre de naissance. Je ne sais pas si tu sais ça à mon propos, mais beaucoup de quand j'ai fait mes études, la plupart de mes sujets de recherche étaient au sujet des choix de carrière. Tu sais. OK. Fait que, je suis vraiment curieuse des formations professionnelles ici, de savoir mais comment on passe du milieu du plein air à devenir policier. C'est pas complètement incompatible, là, mais je suis curieuse de savoir comment Ben, cette idée-là t'est venue. j'ai eu plusieurs modèles policiers dans mon entourage durant ma vie. J'ai 4 de mes oncles et 2 de mes cousins qui étaient policiers pour la Sûreté du Québec, pour la GRC, pour la police de Montréal, tu sais, bon. Fait que je les ai quand même bien connus, ben, comme on peut bien connaître un oncle, là. Mais ça a été des personnes significatives pour moi, puis, tu sais, je trouvais que c'était du bon monde. Puis, je savais pas précisément qu'est-ce qu'ils faisaient, mais, tu sais, je me disais, Colin, nous autres, ils ont l'air à faire de quoi qui vaut la peine d'être fait, tu sais. Puis tout ça couplé avec le fait que bon, j'avais confiance en moi, puis j'avais une capacité physique et mentale, je pense qui était pas un petit peu au-dessus de la moyenne là, quand même. Il n'y avait rien à mon épreuve. Je me suis dit, je suis capable de dealer avec le stress puis tout ça. Puis j'avais un dédain profond pour l'injustice sous toutes ses formes, à tous les niveaux que j'ai encore. Puis je me suis dit, ben, je vais essayer d'aller contribuer, mettre tout ça ensemble, puis ça va avoir l'air de ce que ça va avoir l'air. Puis j'ai eu la chance, à travers tout ça, que j'étais
à cette époque-là avec la même conjointe que je suis actuellement, puis ça m'a permis, elle m'a supporté d'une certaine façon pour que, tu sais, financièrement, là, pour que je puisse retourner aux études. Parce que faire un retour aux études en technique policière à 25 ans, ben, tu sais, j'ai rapidement trouvé que les factures rentraient vite, là. J'ai travaillé à temps partiel pendant mon DEC, mais ça reste que, bon, on vivait pas riche, puis une chance que ma conjointe était là pour me backer puis m'aider un petit peu, là. Fait que j'ai fait mon cours, puis après ça, ben, j'ai commencé. Comment ça marche la formation pour devenir policier? Tu dis c'est un DEC. Est-ce que c'est une seule place Ouais. au Québec ou il y en a plusieurs? Non, ben en fait, il y a plusieurs cégeps qui offrent la formation, la formation de 3 ans. Puis il y a aussi possibilité de faire un programme court, là, une attestation d'études collégiales. À l'époque où moi ça m'intéressait, pour faire l'attestation d'études collégiales, que j'aurais pu faire parce que j'avais déjà le DEC au complet, il y avait un programme de ce qu'on appelle de discrimination positive. Puis là, je vais essayer de peser mes mots, là, mais il fallait être une femme autochtone unijambiste, genre, pour rentrer dans un programme comme ça, tu sais. Puis quand j'ai appelé, moi, pour m'informer de ce programme-là, la personne à qui j'ai parlé m'a mis aucun gant blanc. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, par la leçon de votre voix, j'entends que vous avez l'air d'un Québécois pur laine. Dit, vous n'avez aucune chance. Fait que j'ai dit, ah, écoute, au moins c'est clair. Ouais, OK. Fait que malgré que j'avais déjà un DEC, il a fallu que j'ai appliqué en technique policière régulière. Fait que ça, il y a ça dans plusieurs cégeps là, au Québec, puis c'est un cours de 3 ans. OK. Fait que moi, j'avais tous mes cours de tronc commun, ce qui m'a permis de travailler un petit peu plus pour être capable justement de payer les factures. Mais ça m'a quand même pris 3 ans. Je pouvais pas l'accélérer. Tous les cours Dans un certain ordre. c'est ça, sont prérequis l'un à l'autre. Là, fait que il a fallu que je passe à travers le processus standard. Puis une fois que ça c'est terminé, ben là, il faut aller à l'école de police, l'école nationale de police de Nicolette. Ah, OK. Pour un cours qui est une certification professionnelle en réalité de 15 semaines intensives. Où on habite sur place littéralement du dimanche soir jusqu'au vendredi. Fait que Wow. ouais, quand on dit intensif, là, c'est vraiment intensif. Là. Tu dors dans un dortoir avec 5 autres personnes, puis tu fais ton ménage, tu places ton lit, puis bon, toutes ces choses-là, puis tu te lèves le matin, c'est du matin au soir, C'est constamment. un peu comme un bootcamp dans l'armée, non? Oui, un petit peu. Je pense que ça a changé un peu, ça a évolué, on va dire, dans le sens où l'aspect paramilitaire est peut-être moins mis de l'avant que ça a déjà été, mais il y a encore ces racines-là quand même. Là. Fait que oui, tu sais, il y a un moule, puis il faut que tu rentres dedans. Puis d'ailleurs, moi, ça a été tout un choc pour moi, parce que quand je suis arrivé là, quand je suis rentré à l'école de police, j'avais comme 28 ans. Fait que tu sais, j'étais avec du monde qui avait 7, 8, 9 ans de moins que moi. J'étais habitué d'habiter dans mon appartement, dans mes affaires. Puis, tu sais, moi, me faire dire à quelle heure faut que je mange, puis comment je vais m'habiller, puis qu'est-ce que je vais faire, puis tiens-toi droit, puis tout ça. C'était vraiment pas dans ma nature, tu sais. Mais il a fallu que je me parle, puis que je me dise, OK, ben là, c'est 15 semaines, tu vas le faire, puis au bout de tout ça, il va y avoir d'autres choses. Fait que j'ai pas tant apprécié l'école de police, mais bon, j'ai réussi à le faire en mettant à profit mes méthodes d'études de dernière minute, comme toujours, là, puis ça a été très, très efficace. As-tu fait beaucoup de push-ups? Est-ce que Bah ouais, ça... quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il y a des circuits physiques là, en gymnase, puis en piscine, puis toutes sortes d'affaires. Là. Fait que oui, oui, c'est quand même, tu sais, il y a des standards physiques à atteindre qui sont pas, qui viennent pas du champ gauche pour aucune raison, là, parce que dans la fonction de patrouilleur, c'est vrai qu'il va arriver des situations où il faut que tu sois capable de courir vite, courir longtemps, déplacer des charges. Tu sais, il y a des choses à faire que si tu n'es pas physiquement capable de faire, ben, tu ne seras pas en mesure de t'acquitter de tes tâches comme il faut. Fait que ça fait partie des prérequis dans la formation.
Et donc, quand tu termines ces 15 semaines-là, c'est quand même 4 mois, là, c'est pas rien. Oui, oui. Oui. Qu'est-ce qui s'offre à toi? Tu dis préalablement que tu t'es beaucoup laissé porter par le flow. Est-ce que c'est quelque chose qui se poursuit pour toi après ce moment-là? Ben oui, parce que en fait, je suis en rentrant de la cérémonie de diplôme, j'avais un message sur mon répondeur d'une organisation policière de la Rive-Sud de Montréal qui cherchait des candidats. Puis le message était littéralement: On sait que vous venez de finir votre cours, on a besoin de monde. Si vous êtes intéressé, appelez-nous. Fait que là, bon, ben, OK. OK, ben, why not, hein? Ça fait que j'ai pris contact avec eux, puis je suis allé travailler là. Ils m'ont abouti. Je suis arrivé le vendredi, puis je pense que je suis allé passer l'entrevue genre le lundi, puis j'ai commencé le mercredi, là, une affaire de même. Là. C'est vraiment, tu sais, j'ai eu 2-3 jours de congé, puis bang, ça a commencé. Fait que, Wow! OK. ouais. T'as pas contemplé d'autres possibilités? Non, pas en tout. Puis à cette époque-là, ma conjointe s'enlignait pour travailler sur la rive sud de Montréal aussi. Fait que, tu sais, ça semblait bien fitter. La trajectoire était bonne, puis je m'étais enligné là-dessus. Puis finalement, elle, ça n'a pas fonctionné sur la rive sud, pour toutes sortes de raisons. Il y avait des choses qui allaient pas à son goût. Fait qu'elle a choisi de continuer encore un petit peu ses études et puis de revenir travailler à Sherbrooke aussi. Alors là, ben moi, voyant ça, ben j'ai changé mon affaire. Je me suis dit, OK, là, c'est pas sur la rive sud que je vais travailler. Il faut que j'aille dans une organisation provinciale. Alors là, j'ai appliqué pour la Sûreté du Québec. Parce qu'il faut savoir que tu sais, les corps policiers au Québec, c'est extrêmement... tu sais, c'est des contextes assez rigides, tout est conventionné. Puis les gens... Ben, j'allais dire que les gens changent pas de corps de police. Là. De nos jours, ça se fait de plus en plus, pour toutes sortes de raisons dont on pourra peut-être discuter plus tard. Là. Mais à l'époque, là, quelqu'un qui changeait de corps de police, ça n'existait pas. Tu faisais pas ça. OK. Parce que tout marche par ancienneté, les avantages viennent avec l'ancienneté. Ah oui, OK. Puis si tu fais 10 ans à une place, puis tu changes, puis tu recommences en bas de l'échelle, ben c'est un move vraiment pas avantageux, là, fait que personne ne faisait ça. Donc là, moi, j'ai comme mis une année dans les poubelles, en ayant travaillé dans un autre corps de police. J'ai abandonné cette année-là, une année, c'était pas si pire. Puis là, ben, je me suis aligné vers la Sûreté, là, parce que là, la Sûreté couvre l'ensemble du territoire québécois, dont l'Estrie. Fait que ça faisait bien mon affaire. Ça ressemble à quoi la vie d'un patrouilleur? Et peut-être pour t'aider, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes d'idées, certaines qui viennent peut-être des médias, certaines qui viennent de différents stéréotypes. Donc, c'est quoi la vraie affaire? Ça ressemble à quoi la vraie vie pour vrai? Au quotidien, tu sais, pour toi, puis de ton point de vue, évidemment, tu sais, comment t'as vécu ça? Tu as passé 15-16 ans, 15 ans 16 après? ans. Ouais, 16 ans au total. Ouais. Parle-moi 16 de ans ça. comme patrouilleur. Parce qu'en fait, c'est ça. On dit travailler comme policier dans la police. Il y a une multitude de fonctions policières différentes. La fonction, ou je dirais les deux fonctions que pas mal tout le monde connaisse ou pense connaître, c'est le patrouilleur, celui qu'on voit passer dans la petite voiture de police là, dans la rue, qui était moi, et l'enquêteur. C'est celui à qui on va assigner des dossiers puis dire ben là, il est arrivé tel crime, il faudrait essayer de trouver qui l'a fait. Bon, c'est comme les deux grandes catégories si on veut. Moi, j'ai été patrouilleur là, tout le temps. En fait, la job de police comme patrouilleur, parce que c'est de ça que je peux parler vraiment, là, c'est la job la moins routinière sur la planète probablement. Puis en fait, c'est ça la caractéristique principale. Ce sera jamais la même affaire. Ça change à tous les jours. Puis tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Ça fait que tu sais, faut pas que tu aies peur du changement, de l'inconnu, du stress, tu sais, ça t'explose en face à tous les jours. Tu sais, moi je dis aux gens là, qui posent ce genre de questions-là, puis qui savent vraiment pas, je dis écoutez, quand vous faites le 911, là, c'est moi qui arrive. Tu sais, quand tu appelles la police puis tu cries dans le téléphone parce que ça va mal là, au 911, ben c'est moi qui vais envoyer. C'était ça mon travail. T'sais, fait que toutes les situations d'urgence possibles et imaginables, c'est ce genre de situation-là auquel on répond. Plus
toutes les plaintes les plus banales de je me suis fait voler mon taille-haie dans mon cabanon. Puis j'ai acheté une carte cadeau en ligne, puis c'était pas vrai, puis j'ai perdu 50 pièces. Tu sais, le range est infini. Ça va de la situation de dramatique extrême où il est arrivé un accident, son proche est mort dans sa face à la maison, puis là, nous on arrive, tout le monde crie, c'est la catastrophe, puis ces gens-là, c'est la pire journée de leur vie, puis ça va l'être pour toujours. Fait que ça va de ça à je me suis fait voler mon taille dans mon cabanon, tu sais. Puis c'est n'importe quoi entre les deux, puis dans n'importe quel ordre. Fait que je compte plus le nombre de fois où j'ai répondu à un appel déchirant, où tu le sais, tu le sais que les gens, là, leur vie est finie, où il y a eu un événement majeur, puis veut pas, tu sais, on est des êtres humains, là, je veux dire, ça percole, là, c'est tough, là, c'est vraiment dur, ces interventions-là. Là, tu finis ça, puis après ça, ben, faut que tu ailles prendre une plainte du gars qui s'est fait voler son taille. Là, faut que j'aille chez lui, puis que je sorte mon pad de papier, puis ouais, mon taille, il était à tel endroit, puis il est parti en tel moment, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, fait il y a toute cette des fois, c'est un peu dur à gérer. C'est très, très différent. Wow! Ouais, je suis sûre que quelqu'un a fait la mauvaise blague avant de dire que tu disais le patrouilleur dans sa petite auto qui cherche le trouble. Mais en même temps, le trouble te trouve aussi la plupart du temps. Hein. Je pense que le patrouilleur qui cherche le trouble, tu sais, je vais y aller bien honnêtement, là, en début de carrière, peut-être que tu as envie de ça. Pas de chercher le trouble, mais de ce qu'on appelle du travail initié. Tu sais, de dire, là, aussitôt qu'il y a quelque chose qui semble louche ou qui semble être hors norme, tu vas aller faire des vérifications. Il vient un point, les années avancent. À un moment donné, tu te dis, j'en ai bien assez de répondre aux choses que j'ai pas le choix de répondre. Quand il n'y a rien, là, ça va être correct. On va s'occuper des choses plus standards, genre donner d'étiquettes. Parce que ça, tout le monde pense que les policiers ne font que ça, là, puis qu'on a des quotas à donner, puis ce qui est totalement faux. Puis, tu sais, moi, là, j'ai un salaire horaire. À la fin de la journée, peu importe ce que j'ai fait dans ma journée, je vais avoir le même salaire horaire. Fait que j'ai donné 0 constat d'infraction, que j'en ai donné 20, ça ne change rien du tout. Que j'ai répondu à 0 appel ou à 15 appels, ça ne change rien non plus. Fait que pour moi, là, il n'y a pas de motivation à donner des constats d'infraction pour le fun. Tu sais, le code de la sécurité routière, là, le nom dit à quoi ça sert. C'est le code de la sécurité routière. Fait que c'est à ça que ça sert. Moi, ça a toujours été comme ça que je l'ai abordé. J'essaie toujours de faire des interventions pour augmenter la sécurité sur les routes. Il y a des gens qui sont pas du même avis que nous, mais moi, je considère que si tu roules 30 km/h au-dessus de la limite, ben, ça augmente tes risques de collision, puis ça augmente les risques que tu causes des dommages ou des blessures à d'autres personnes ou à toi. Ça fait qu'on va t'empêcher de faire ça. Ouais. Puis ça va faire quelque chose de pas le fun à répondre, à quoi tu dois répondre plus tard dans la journée. Oui, effectivement. Constate... Ah, vas-y. Non, mais en fait, c'est ça. Le métier policier, c'est particulier, hein, parce que on dirait que, je sais pas si c'est à cause de la culture populaire, tu sais, les films, puis les séries, puis tout ça, mais tout le monde a un intérêt envers le travail de la police et se permet de juger le travail de la police, alors que si on prend ça dans un autre angle, tu sais, moi, là, si tu me parles des choix qui ont été faits par un ingénieur civil, vite fait comme ça, là, puis que tu me demandes qu'est-ce que j'en pense, puis il faut que je me prononce, là, j'en ai aucune traître idée. Je connais pas ça. Puis je ne vais pas m'aventurer à dire ce qu'il aurait dû faire. Je le sais pas. Fait que, tu sais, ça devient particulier comme policier quand tout le monde se permet de dire il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. C'est comme, premièrement, vous n'avez aucune espèce d'idée c'est quoi la situation complète. Parce que tout ce que vous avez vu, c'est un petit bout de vidéo qui dure
1 minute, alors que ça fait peut-être 15 minutes que le policier a commencé son intervention sur place. Vous savez pas c'est quoi le contexte. Puis, en plus, vous savez pas c'est quoi les méthodes d'intervention reconnues. L'autre affaire que je me suis rendu compte avec les années, là, puis ça devient de plus en plus dur, je pense, à gérer. Je pense, tu sais, la police, là, dans notre société, on va dire occidentale, c'est le dernier rempart. Si la police réussit pas à régler la situation ou à calmer la situation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, si on a une personne en crise ou violente ou désorganisée ou quoi que ce soit, ou une situation où il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui est en train de commettre un crime, puis que la police n'est pas capable d'en venir à bout, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, ça ne fait pas partie des possibilités. Il n'y a pas de prochain répondant. Ben, il y a l'armée, là, mais... Oui, mais l'armée, ils sont pas là. Ils sont pas dans la C'est rue. Tu sais, je veux dire, s'il y a quelqu'un là, qui se promène dans la rue, là, dans le quartier, avec je sais pas moi, un couteau ou un marteau, puis qui a l'air complètement désorganisé, si la police réussit pas à le contrôler, clairement, ça va mal finir, là. Fait que, tu sais, il y a... Puis des fois, j'ai l'impression que, parce que comme policier, notre rôle, c'est de protéger, on va dire, protéger la société contre toutes les choses pas correctes, puis toutes les choses laides. J'ai l'impression que des fois, la police réussit trop bien. Parce que il y a tellement de gens qui n'ont pas idée de ce qui se passe dans leur quartier ou dans leur ville, parce que c'est les policiers qui s'en occupent. Des situations, je sais pas combien de fois ça m'est arrivé de raconter des anecdotes. Il s'est passé telle affaire, telle madame est arrivée ici et ça. Les gens croient pas à ça. Ils disent, voyons, ça se peut pas. Il y a du monde qui font ça. Ben oui. Oui. Puis moi, j'en vois à toutes les semaines. Toi, tu penses que ça se peut pas, puis que c'est donc, tu sais, que c'est donc grave et c'est donc pas souhaitable de contrôler physiquement cette personne-là. Moi, je te dis que ça existe, puis on les contrôle chaque semaine, parce que si on le fait pas, cette personne-là, elle va se ramasser, qu'elle va venir cogner à ta porte ou elle va venir faire quelque chose. Puis tu sais, je veux dire, c'est des situations qu'on peut pas laisser aller, là. Fait que j'ai l'impression que la police est trop efficace à créer ce rempart-là entre on va dire, le bien et le mal, là. Les gens n'ont pas conscience à quel point le mal existe. Il manque d'appréciation ou de gratitude, si on peut dire même, pour le travail que les policiers ont à faire. C'est ça que tu veux dire? Oh oui, clairement. Puis, c'est pas un travail qui est facile. Puis, tu sais, moi, à travers mes 16 années, les 16 dernières années, j'en ai côtoyé des dizaines, et peut-être même des centaines de policiers. J'ai pas connu de policiers, tu sais, on parle tout le temps on entend toujours parler de brutalité policière et tout ça. Je ne connais pas de policiers brutaux. J'en ai jamais vu. C'est toujours des gens qui sont intervenus du mieux qu'ils pouvaient dans les circonstances extrêmes dans lesquelles ils ont été placés. Mais, tu sais, c'est pas facile. Puis, tu sais, je parlais des médias tantôt, puis des films, puis tout ça, là. Tirer dans une main, là, à 15 mètres de distance, comme Keanu Reeves est capable de le faire dans ses films, là, c'est juste physiquement pas possible. Personne n'est capable de faire ça, on ne réussit pas. Fait qu'il y a des choses auxquelles les gens s'attendent qui sont pas possibles. Puis je reviens avec mon exemple de l'ingénieur tantôt, les gens s'attendent à des choses qui ne se peuvent pas. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je constate que tu n'es plus policier, tu n'es plus patrouilleur. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'arrive pour décider à un moment donné peut-être de décider de faire autre chose ou décider de juste plus faire ça? Hein? Ça peut être les deux. Ben, actuellement, je suis en grosse période de réflexion. Je sais pas exactement vers quoi je vais me tourner pour l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que là, je pense que j'étais rendu au bout du chemin au niveau du travail de patrouilleur. C'est en plus de toutes les difficultés là, dont je parlais, tu sais,
traiter avec des personnes détenues, décrocher des pendus, ramasser du monde dans des accidents de la route qui sont tout pétés, intervenir avec des victimes de violence. Bon, tu sais, ça, j'en ai eu beaucoup. Je commence à trouver ça dur. Puis les années m'ont rattrapé, je pense. Physiquement, mentalement, il y a cet aspect-là que je viens d'évoquer. Puis physiquement aussi. Autant je parlais tantôt, tu sais, que j'ai toujours été fort, puis endurant, puis, tu sais, pas dormir, ça me dérangeait pas. Quand j'avais 20 ans, ou, tu sais, 18 ans, je travaillais à passer des circulaires. On sortait d'un bar le soir, je me couchais à 4 heures du matin, je me relevais à 5h30, puis je faisais ma journée au complet à passer des circulaires, il n'y avait pas de problème. J'avais dormi 1h30, tu sais. Puis quand j'ai commencé ma carrière comme policier, il y a ce genre de choses-là aussi, parce que on travaille sur des corps rotatifs, on travaille de jour, des fois on travaille de soir, des fois on travaille de nuit. Puis ça change à chaque semaine. Puis des fois tu travailles de soir, fait que là tu penses que tu vas finir à minuit, mais là, oups, il arrive un événement à 11h, t'arrêtes quelqu'un, finalement tu finis pas à minuit, tu sors du poste, il est 4h du matin, 5h du matin, tu t'en vas te coucher, tu dors un petit peu, tu rentres au travail le lendemain à 3h, tu sais, fait que tout ça c'est faisable quand t'as 20 ans, quand t'as 25 ans. 30 ans, 35. Moi, j'ai commencé dans la police, j'avais 29 ans et demi. Fait que dès le début, je le voyais pas, là, mais j'avais creusé ma tombe en commençant. Parce que tout cet aspect-là, difficile physiquement, mes plus belles années étaient faites. Tu sais, j'étais encore capable de le faire pour une certaine période de temps, mais là, ça m'a rattrapé. Tu sais, de toujours dormir des heures pas, tu sais, changeante de semaine en semaine, pas dormir assez. Puis physiquement, l'équipement, c'est lourd, ça n'a l'air de rien, mais avec la veste par balle, le ceinturon, puis tout ça, c'est à peu près 40 livres de plus. Je suis rendu que j'ai des gros problèmes de dos, j'ai une hernie discale double. J'ai plein de choses que je pourrais jamais prouver clairement que ça vient de mon travail comme policier, mais c'est sûr que ça a contribué. Puis alors que j'étais capable de faire n'importe quoi autrefois, ben là c'est rendu l'inverse. C'est que là, il faut absolument que je fasse attention à ce que je fais parce que sinon, je m'en vais dans un cul-de-sac. Fait que tu mets l'aspect psychologique où c'est dur, l'aspect physique où c'est dur. Puis là, je me rends compte que je suis peut-être rendu à la croisée des chemins. Là, parce que je serais pas capable de continuer exactement dans la même direction. Là. Est-ce que, parce que si je me souviens bien, là, il y a plusieurs policiers, à tout le moins, qui sont éligibles à prendre une retraite plus jeune, mais ils commencent plus jeunes. Ben c'est ça, c'est que... Ça a commencé sur le tard, là. C'est ça. La retraite, mettons, je vais parler pour la sûreté, normalement c'est 25 ans. Après avoir travaillé 25 ans, tu as le droit d'avoir une retraite complète. Puis tu peux avoir une certaine retraite à partir de 20 ans, avec des pénalités quand même importantes. Moi, j'ai pas fait 20 ans encore. Mais si tu avais commencé plus jeune, c'est ça. Ben, c'est ça. J'ai connu plein de monde, tu sais, qui ont le même âge que moi, mais ils ont 10 ans de plus que moi de fait dans la police, tu sais. Fait qu'en âge, ils ont le même âge, mais ils n'ont pas 16 ans d'ancienneté, ils ont 26 ans d'ancienneté. Ça fait qu'eux, ils sont éligibles à la retraite, ce qui n'est pas mon cas. Tu mentionnais aussi plus tôt, on en a parlé, que tu as des enfants qui sont encore assez jeunes. Ouais. Je te disais avant qu'on commence à enregistrer que mes enfants dormaient pas beaucoup. Moi, ma première année, ma fille a jamais dormi plus que 45 minutes de fil jusqu'à ce qu'elle ait à peu près 3 ans. Ça a été une très longue 3 années pour moi. Mais je me demande, donc, dans ces circonstances-là, pour quelqu'un qui disait que la famille, c'était ce qui avait le plus important, tu sais, comment t'as vécu ça, puis est-ce que ça a contribué à... C'est sûr que ça a contribué. Puis oui, parce que moi, ma conjointe est médecin en plus. Ce qui fait que moi, comme policier, j'ai toujours dit ça à la blague, moi, c'est moi qui ai la petite job chez nous. T'sais, ma blonde travaille plus que moi, plus longtemps, puis dans des conditions qui sont plus... elle a un meilleur salaire. Fait que moi, j'ai comme la job accessoire. Ce qui fait que, et malgré ça, comme job accessoire, c'est une job de tu travailles le jour, soir, nuit, la fin de semaine. Puis bon, c'est ça. Fait que nous, en fait, on a depuis plusieurs années, on a une gardienne qui vient chez nous.
Là, ça commence à être moins nécessaire parce que, bon, dernièrement, ça a changé, mais à l'époque où je travaillais sur la route, c'est ça, on avait une gardienne qui venait. Fait que quand je travaillais le soir puis que ma conjointe n'était pas là, ben la gardienne pouvait être là pour les 3, 4, 5 heures, mettons, où on avait besoin de quelqu'un, tu sais. Fait qu'on on a fonctionné comme ça. Puis à l'inverse, ben, tu sais, c'est pour ça que je suis encore patrouilleur. Parce que il y a plusieurs opportunités dans la sûreté pour faire plein d'autres types de travail, comme les enquêteurs, ou bon, tu sais, il y a des maîtres chiens, il y a des polygraphistes, il y a des enquêteurs spécialisés, il y a toutes sortes d'emplois qui se font de jour, puis, sur lesquels j'ai jamais appliqué parce que moi, je suis la petite job du couple. Tu sais, moi, je fais mes quarts de travail, puis le reste des journées, ben, il faut que je les passe à la maison parce que je m'occupe des enfants, je prépare le souper, je fais les commissions. Tu sais, tout le quotidien, là, en gros, là, ben, j'ai l'air de dire ça, c'est comme si ma blonde faisait rien, là, c'est pas le cas, mais à la mesure du temps qu'elle a, disons que j'en fais plus qu'elle. Puis c'est correct, c'est ça le setup. Mais c'est ce qui fait que j'ai jamais poussé dans mon travail pour obtenir des promotions ou aller plus loin ou faire T'es d'autres pas choses. carriériste. Pas du tout. Pas du Pardon. tout. Fait que j'ai toujours dit à mon boss, tu sais, moi, quand je vais être là, je vais te donner mon 110%. Mais quand je suis pas là, par exemple, attends-toi pas que je vais rentrer dans mes journées de congé ou que je vais venir faire du temps supplémentaire, pis ça me sert à rien. J'en veux pas. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux être avec mes enfants. Je veux profiter de ma famille. Fait que ça a été ça. Puis c'est sûr que ça m'a nui dans ma carrière, là, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un choix. Tu m'amènes presque automatiquement à te poser la question suivante. Avant qu'on se tourne vers l'avenir, je vais te demander est-ce que, à tout égard, toutes choses confondues dans ce que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a quelque chose qui turlupine? Ça peut être un événement singulier ou ça peut être quelque chose de plus général, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes, que tu aurais aimé faire, que tu n'as pas fait ou que tu as fait puis que tu te dis maudite affaire, j'aurais pas dû faire ça? Ben, je pense pas. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des. Quand on parle de regrets, il y a des choses qui me sont arrivées que j'aurais aimé qui m'arrivent pas. Mais c'est pas vraiment un regret dans le sens où c'est pas de ma faute. Mais tu sais, si je considère les choses sur lesquelles j'avais du contrôle, je vois pas. Il y a rien de ce qui s'est passé ou de ce que j'ai fait que j'aurais pas fait. Je parlais tantôt que il y avait, il y avait des périodes dans ma vie, là, puis c'est clair que ça aurait pas. Je pense pas que ça aurait pu être autrement. T'sais, je me suis souvent posé la question à me dire, hey, quel con, tu sais, pourquoi je suis rentré dans la police à 29 ans et demi? Pourquoi j'ai pas fait comme tout le monde puis commencé ça à 21? Mais c'est évident que à 21 ans, j'étais pas là du tout, là. J'aurais pas, mentalement, j'étais pas rendu là. J'avais pas envie de ça. J'aurais pas été capable. Bon, tu sais, fait que le cheminement que j'ai suivi, je pense qu'il y a toujours eu une raison pourquoi ça s'est passé comme ça. Les circonstances ont fait que du moment c'était comme ça. Puis en rétrospective, ben, je peux pas dire que je regrette quoi que ce soit parce que je pense que pour les quelques choix que j'ai faits, je les ai faits quand il fallait. Plus grande fierté d'abord? Ben, ma plus grande fierté, c'est clairement mes enfants. Parce que c'est ça, c'est ma priorité numéro un dans ma vie. Je les aime beaucoup. Puis tu sais, quand ils étaient plus jeunes, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour passer le plus de temps possible avec eux, m'occuper d'eux autres, tu sais, qu'ils soient bien, qu'ils manquent pas de rien, jouer avec eux, profiter du temps avec eux. Puis encore aujourd'hui, malgré que là, c'est des pré-ados, là, fait que tu sais, des fois, il y a des petits, ils ont un peu moins le goût de passer du temps avec papa, mais des fois, ça revient aussi, tu sais, fait que on joue ensemble, fait que c'est ça, oui, c'est ça ma plus grande fierté d'avoir mes enfants puis ma famille, tu sais, parce que dans le fond, je me rends compte que tout ce que j'ai traversé au travail comme policier, tu sais, tous les appels difficiles puis tout ce qui a été dur, j'ai été capable de le faire parce que ma famille, c'est mon rock. C'est toujours là-dessus que je me suis appuyé. Puis peu importe tout le reste, j'avais toujours au moins ça. Fait que
C'est la base. Je t'écoutais, puis je pensais que ce que tu allais dire, c'était que tous les appels que tu as faits, peut-être pas tous, c'est probablement pas juste de dire ça, mais il y en a probablement beaucoup où c'est des cas où c'était pas nécessairement un échec de la famille, mais tu vois que la famille tombe en morceaux aussi, tu sais, qu'il y a des choses qui arrivent à la famille des autres, tu as dû en voir beaucoup, tu sais. Puis ça met notre propre vie en perspective. Tu sais, on parlait d'appréciation puis de gratitude tout à l'heure. Ouais, clairement. C'est sûr que tu regardes la vie des autres, parce que pas, c'est ça qu'on fait. On se ramasse à aller intervenir dans la vie des autres constamment. Fait que tu regardes la vie des autres, puis constamment, tu te dis, hey, je suis chanceux, moi. Je suis vraiment chanceux, ça va vraiment bien, mon affaire. Il y a du monde qui l'ont rough, tu sais, puis il y a des gens qui, à un moment donné, il arrive trop de mauvaises choses dans leur vie. T'sais. Il vient un point où quand, je sais pas, moi, tu sais, quand t'as pas d'éducation, t'as été abusé quand t'étais jeune, t'as des problèmes de polytoxicomanie, t'as des problèmes de santé, tu sais, il arrive un point où t'as 55, 60 ans, puis moi, je peux bien venir intervenir chez vous parce que t'es en train de te chicaner avec tes enfants ou avec ta femme ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas vraiment de solution. J'ai pas grand-chose à t'offrir, là. Tu sais, tout a mal été dans ta vie, puis c'est une succession de problèmes. On peut essayer de remettre ça dans une direction positive, mais c'est clair que ça va pas être. C'est pas un coup de baguette magique, là. C'est pas demain matin, hey, tout va bien, la police est venue, elle me régler ça. Mais tu ris, mais tu sais, souvent C'est les pas gens. drôle, on rit parce que c'est triste. Mais c'est parce que je compte plus le nombre de fois où les gens nous appellent en pensant qu'on va régler ça. Puis là, tu sais, t'arrives sur place. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, là, je travaille avec la loi. La loi, c'est pas moi qui la décide. C'est le gouvernement, nos élus pour lesquels on a voté, qui ont décidé certaines lois. Puis moi, je les applique. J'applique les outils qu'on me donne. Puis souvent, les outils qu'on a sont assez limités. Fait qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on n'a pas grand-chose. Puis il faut que tu passes à un autre appel. En plus. Ben, même oui. si tu voulais, tu sais. Oui. Puis ça, je dois dire par contre que dans la sûreté, on a cette chance-là. Ben, en tout cas, ça dépend des postes. Moi, les postes que j'ai faits, il n'y a pas un volume d'appels si élevé que ça. Fait qu'on a le temps de travailler nos choses comme il faut, puis de passer le temps avec les gens. Mais encore faut-il qu'il y ait des solutions possibles. Tu sais, parce que si on nous dit qu'on doit, des problèmes de santé mentale ou de violence ou des choses comme ça, qu'on doit référer les gens vers des ressources, vers quelles ressources? Il n'y en a pas. Je peux bien dire que je vais te mettre en contact avec un médecin, il n'y en a pas. J'essaie de trouver un psychologue, il n'y a pas de ressources. On dit qu'on va t'amener vers une maison d'hébergement, il n'y en a pas. Si tu dois quitter, puis que tu es sur le bord d'aller dans la rue, il y a certains organismes qui peuvent aider, mais ils sont toujours pleins. Puis, tu sais, on est placé devant, c'est comme la police, c'est la poubelle. Quand on ne sait pas quoi faire, on appelle la police. Puis nous autres, on fait ce qu'on peut. Des fois, on est capable de bien travailler parce que ça tombe dans nos cordes, mais souvent, on est obligé d'essayer d'orienter les cas vers d'autres ressources qui n'existent pas. Fait que on est pris avec ça. Puis, tu sais, des fois, tu fais une intervention. Je le sais que ça n'a pas bien été. Je le sais que c'est pas satisfaisant pour la personne. Puis, j'ai pas amélioré sa vie. Mais je suis pas capable. Je peux pas faire mieux. J'aimerais ça, mais je peux pas. Je réussis pas. Alors, prenons ça comme tremplin pour se tourner vers l'avenir. Tu as fait allusion au fait que tu n'es pas sûr nécessairement de où ça s'en va ton affaire avec le programme de DESS que tu es en train de faire maintenant. Mais parle-moi un peu plus de comment tu voudrais vivre ta vie pour les prochaines... moi, je suis optimiste. Là, je dis qu'on en a un autre 40 en avant de nous autres. Statistiquement, c'est possible. Parle-moi d'où ça s'en va. Je vais te couper par rapport à ça. Savais-tu que l'espérance de vie des policiers est significativement plus basse que celle de la population en général? Ah, ben ça, c'est intéressant. De genre 10 ans. Wow! Alors, ben, t'es plus dans la police, alors... Fait que peut-être qu'il m'en reste pas autant que je pense. Mais bon, ça, on le verra. Supposons, essayons-nous.
Qu'est-ce que tu veux en faire de ces années-là qui sont devant nous? Ben, je pense que j'ai beaucoup utilisé mes capacités physiques par le passé. Pas juste là, parce que comme pas les gros bras, là, mais dans le sens où j'étais capable de pas dormir beaucoup, de faire des longues heures de travail, des choses comme ça. L'endurance. Euh, ouais. La Puis force et ça, ben, l'endurance, ouais. ça, je pense que je suis rendu au bout de ça, là. Mon corps ne veut plus et n'a plus la capacité du tout. Fait que je constate que va falloir que je fasse plus usage de mon cerveau que, que de mon corps pour la suite. Je sais pas exactement à quoi je vais occuper mon cerveau, là, mais pour l'instant, en tout cas, il est en masse occupé parce que programme d'études aux études supérieures, quand ça fait 20 ans et plus que tu n'as pas été aux études, mettons que je manque pas de travail. Je travaille fort. Wow! Et donc, rappelle-moi, ça s'appelle intervention, catastrophe, résilience? C'est risque, résilience et catastrophe. Ça vise à former des gestionnaires de risques, en fait, pour différents domaines. Autant différents domaines publics que parapublics. Toute la préparation, réaction et récupération à tout type de catastrophes naturelles et humaines. Fait que, ouais. Vaste programme, parce que Oui, je pense, malheureusement, qu'il y en a probablement plus qu'une devant nous. C'est un choix d'avenir, comme ils disaient les orienteurs au secondaire. ouais, je m'attends à ce qu'il y ait quand même des ouvertures. Oui. Par-moi un peu de l'autre aspect. Je vais y aller, je veux y aller délicatement, mais tu te fais allusion au fait que ton corps est pas nécessairement ce qui était, tu sais, que tu as plus de douleur ou tu as des situations comme ça. Comment tu... Parce qu'on a un corps, on en a juste un, hein, il y a des pièces qu'on peut remplacer, mais comment tu gères ça pour le garder en état de marche? Peut-être. Un petit bout de temps. Je sais pas trop. Puis c'est un peu nouveau parce que ben c'est pas si nouveau, mais j'ai l'impression que je suis sur la pente descendante. La pente est pas si raide, mais descendante puis est constante. Euh, j'ai toujours été, c'est ça, quelqu'un qui faisait beaucoup de sport et d'activité. Puis bon, à mesure, au fil des années, il est arrivé des événements qui ont fait que j'ai eu certaines cassures, qui ont fait que j'ai eu des périodes où j'ai fait moins d'activité. J'ai eu quand même assez souvent des blessures. Euh, Puis là, bon, je suis rendu avec des hernies discales. Ça a l'air de rien, là, mais un dos, on s'en sert assez souvent. C'est bien pratique. C'est bien, bien Ouais, pratique. ouais, ça revient souvent, ça, de s'asseoir, se lever, puis bon. Fait que vivre avec la douleur, j'ai appris à faire ça dans les dernières années. Ben, en fait, j'ai toujours vécu avec la douleur, puis j'ai toujours été un peu cocon avec ça. Tu sais, moi, quand j'ai mal en quelque part, ben regarde, là, on continue, c'est pas grave. Fait que, tu sais, quand t'as une entorse à une clavicule que je m'étais faite, mettons, en formation, pendant que je faisais ma formation de policier, puis que je faisais mes cours, avec des projections au sol, puis qu'on tombe à terre à répétition, puis que je tombe sur mon épaule constamment, puis que, tu sais, je grimace de douleur, puis je me relève en me disant, c'est pas vrai que je vais pas réussir à finir mon cours, là. Il faut que je me rende au bout. Fait que c'est pas grave. Tu sais, j'ai toujours eu ce minding-là, puis j'ai poussé ça à l'extrême, puis là, j'ai juste plus le choix. Tu sais, ben là, on est en 2022. Il y a 2 ans, à l'hiver, il y a presque jour pour jour, j'avais tellement mal au dos puis au niveau de mon hernie que j'étais plus capable d'attacher mes bottes moi-même. Fait que c'est là que j'ai été obligé de consulter puis d'avoir un arrêt de travail puis tout ça. Mais tu sais, je me rends compte que ça revient pas. Mon corps se régénère plus comme avant. Il y a des blessures qui guérissent plus. Puis c'est un peu un cercle vicieux, tu sais, je faisais, tu sais, je jouais beaucoup au volleyball, tu sais, je faisais de la course, je faisais plein de choses. Puis il y a plein d'affaires que, en les faisant, je me blesse. Puis là, je suis obligé d'arrêter. Puis là, période de convalescence. Puis tu sais, je suis comme pas capable de me sortir de ce cycle-là. Fait que je sais pas trop jusqu'où ça s'en va. Ben là, j'ai réussi à stabiliser mon affaire, mais tu sais, je fais plus grand-chose, à part de la marche. Fait que là, bon, j'ai arrêté de perdre des capacités physiques, c'est stable, mais tu sais, je me dis justement, j'ai 45 ans, j'ai le body d'un petit vieux, je vais avoir l'air de quoi
T'as pas l'air d'un petit 75. vieux. Mais non, mais si je me compare à ce que j'ai déjà été capable de faire, là, tu sais, il y a des choses que je sais. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'entraînement avec des poids, puis avec la muscu, puis tout ça. Il y a plein de il y a plein de mouvements que je sais que si je le fais, mon dos casse en deux, je tombe à terre, puis je me relève plus, là. Je peux pas faire ça. Fait que je suis obligé d'accepter ça. Je suis pris avec ça. C'est une adaptation, hein, Ouais. c'est sûr. Si je te donne une baguette magique, Carl, qu'est-ce que tu voudrais changer à ta vie? Tu peux être super égoïste, tu peux réparer ton dos, mettons, ou tu peux changer quelque chose dans le monde, ou les deux. Qu'est-ce que tu voudrais faire avec? Aïe, 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 le génie de la lampe qui donne juste un vœu, ça va mal. Deux si tu veux. Je serai pas cheap, je t'en donne deux. Ah, écoute, je le sais pas. C'est tellement. Il y a tellement d'affaires. Je, je pense que j'enlèverais la maladie de mon garçon. On n'en a pas parlé, mais mon plus vieux, en 2015, a eu un cancer au cerveau quand il avait 4 ans et demi. Ça a été une épreuve incroyable. J'y enlèverais ça à lui parce que c'est un spectre. Là, aujourd'hui, il est en rémission, mais tu sais jamais, il y a encore des effets secondaires, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Fait que pour lui, j'utiliserais ce vœu-là pour y enlever. Mais en même temps, c'est que ça a eu des impacts sur toute la famille. Tu sais, on a été des mois où on n'a pas pu travailler, puis j'ai un de mes collègues de travail qui est devenu un bon ami, qui lui, il comparait le niveau d'énergie de avant le cancer de mon garçon, puis après, à une batterie de char. C'est comme, elle reviendra jamais. Mon niveau d'énergie de avant la maladie de mon garçon et celui d'aujourd'hui, il est plus bas. Ça m'a rentré dedans, puis ça a été des mois extrêmement durs. Puis on a fini par remonter, mais tu sais, si on y va en pourcentage, là, je peux remonter en haut de 80% de ce que j'étais avant. Là, fait que tu sais, pour lui et pour moi et pour ma conjointe et pour son frère, j'enlèverais ça, cette maudite maladie-là. Ouais. Puis c'est vrai, c'est toujours un spectre où tu te demandes toujours si ça va revenir, s'il y a d'autres risques dans l'avenir. Mon frère a eu un cancer des os quand il était petit, puis je sais que même aujourd'hui, 40 ans plus tard, Ouais. on y pense encore. Ben oui, c'est ça. Je m'excuse, je veux pas je veux pas Non, projeter mais ça sur toi, mais... je le sais, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est l'idée qui m'est venue quand tu me dis, tu sais, t'as-tu un vœu? Parce que je sais que ça va nous suivre pour toujours. Ça va toujours être là. Puis il y a toujours cette possibilité-là, tu sais, que ça revienne ou que... En attendant, on fait pour le mieux avec le temps qu'on a, mais tu sais, ça non plus, on sait pas combien de temps on en a. Là. Si je te donne la chance, en fait, j'ai pas besoin de te la donner, tu l'as. Quel héritage souhaites-tu laisser? Par rapport à ça, là, moi, j'y vais dans l'humilité. J'ai l'impression là, que, tu sais, comme moi, comme humain, je suis rien d'autre que de la poussière et des ombres, comme disait le proverbe. Puis à toutes les fois que je me mets à penser à ça, je peux pas faire autrement que de me rapporter par rapport aux 8 milliards d'autres êtres humains qui sont sur la Terre. Et depuis je sais pas combien de millions d'années que l'humain existe. Puis tu sais, quand tu regardes dans l'évolution de l'histoire, les grands conflits, tout le monde, ça mourait par centaines de milliers dans le cadre d'une guerre sainte. Tu sais, fait que je mets tout ça en contexte, je ramène ça à moi, puis je me dis, je suis qui, moi? je ne suis qu'une poussière et une ombre. Fait que quel héritage je vais laisser? J'espère laisser une impression favorable aux membres de ma famille, à mes enfants, qui se rappellent de moi avec des bons souvenirs. Mais au-delà de ça, là, j'aurais pas marqué l'humanité ni la planète, ça c'est clair. Tu dis ça, mais moi j'aime penser que ne serait-ce que par ton travail, au-delà de la famille, mais que par ton travail aussi, il y a des situations où ton intervention a forcément fait une différence, tu penses pas?
À l'échelle de l'univers, je suis d'accord avec toi, là, tu sais, mais... C'est sûr. J'ai certains exemples en tête là, d'interventions où, tu sais, des fois, il y a des liens qui se créent avec une personne qu'on connaissait pas. Mais c'est dur à mesurer parce que c'est des gens que je connaissais pas, puis avec qui j'ai pas eu de contact par après. Fait que, possiblement qu'il y a des gens à qui j'ai trouvé le moyen de faire une bonne différence dans leur vie, mais je sais pas. J'espère. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 16e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, @laquarantaine.balado ou écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez le site laquarantaine-balado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.